Bonjour à vous, mon cher Alain Michel. Bonjour surtout à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent millions et après millions. Leur émission, évidemment, Ligne Rouge et le téléphone rouge, c'est leur émission. Et je suis content d'intervenir à nouveau, cette fois sur le sujet du Burundi qui quitte la CPI. Il faut comprendre tout d'abord une chose, pourquoi le Burundi fait-il ce pas décisif et donne-t-il cet exemple aux pays africains? Le Burundi, c'est un État sous agression, c'est un État qui devait être un des nombreux dominos de ce que les Américains, à l'issue du sommet USA-African Leader d'août 2014, ont appelé le printemps africain, mauvaise copie du printemps arabe, et qui devait renverser un certain nombre de régimes. Le domino Burundi, il devait permettre le renversement du régime Kabila dès 2014, évidemment 2015. Immédiatement, ça n'a pas marché parce que le Burundi a résisté avec le président Nkurunziza, qui est un grand président, et avec surtout un parti politique extrêmement fort, qui est issu des maquis des années, évidemment, de résistance à l'ordre Tutsi, qui sont l'ethnie minoritaire au Burundi. C'est le CNDD-FDD, qui a révélé sa structuration au sein de la société, évidemment, burundaise, et qui est, rappelons-le, à l'image du gouvernement de Nkurunziza, qui est un parti non pas ethnique Hutu ou Tutsi, mais un parti multiethnique, où l'on retrouve des Tutsis, des Hutus, des gens originaires de couples mixtes, comme celui du président par exemple, comme ses parents, et également évidemment d'autres ethnies, parce qu'il y en a d'autres au Burundi, notamment les descendants des populations nilotiques qu'on appelle en Europe les pygmées. À partir de ce moment-là, évidemment, le régime ne s'est pas effondré et on a tout tenté contre lui. On a tenté une révolution de couleur, on a tenté de faire dans quelques quartiers de Bujumbura ce que les analystes russes ont appelé à ma suite le Maïdan de Bujumbura, comme ce qui s'était fait à Kiev à la fin 2014, début 2015, ça n'a pas marché. On a ensuite tenté un coup d'État soutenu discrètement mais fermement par les Occidentaux. Il a duré moins de 48 heures. Nkurunziza, qui se trouvait à un sommet de l'Union africaine, est rentré triomphalement en voiture, traversant le pays devant des foules enthousiastes. Ils ont ensuite tenté de faire basculer le pays dans la guerre civile avec des maquis venus du Rwanda, ça n'a pas marché. Et ensuite, on a tenté le terrorisme qui malheureusement continue encore à frapper aujourd'hui. Ça n'a pas empêché le Burundi de continuer. Dernière étape, et ça ressemble un peu à ce qui s'est fait en Syrie, on a mené contre le Burundi de grandes opérations au niveau des Nations Unies, notamment avec des rapports manipulés faits par la Commission des Nations Unies de l'ONU. Qui fait partie de cette commission? On a des pays très évidemment versés dans les droits de l'homme comme l'Arabie Saoudite. Le prince Zaïd qui lance l'opération contre le Burundi, lui c'est un prince jordanien, c'est une créature de la diplomatie américaine. La Jordanie, qu'est-ce que c'est? C'est un État qui à plusieurs reprises s'est maintenu au pouvoir en tirant au canon sur une partie de sa population. C'est un État qui aujourd'hui soutient le mouvement terroriste, notamment le Jabhat al-Nusra qui s'appelle aujourd'hui Armée de la Reconquête et qui menace directement Damas en Syrie, tout ça pour le compte des Saoudiens et des Américains. Et donc ce sont des gens qui ne sont pas bien placés pour faire la leçon au Burundi. Il faut savoir que le dernier rapport, évidemment, qui a donné lieu à un vote, comment a-t-il été fait? Il a été fait par WhatsApp, en posant des questions, en passant seulement quelques heures au Burundi près des populations concernées et en allant voir quelques personnes dans les camps de réfugiés qui, eux, ont quitté le Burundi il y a plus d'un an et demi. À partir de ce moment-là, le Burundi ne se laisse pas faire, le Burundi se défend. Il se défend pour des raisons, évidemment, parce qu'il n'est pas un État isolé. Il y a cette légende du Burundi qui est isolée. Vous excuserez mon long détour, mais il ne fait pas comprendre autrement pourquoi le Burundi, hier, a décidé de quitter la CPI. Le Burundi, tout d'abord, c'est une cause panafricaine. C'est un exemple de résistance africaine. Le président Nkurunziza, dans l'interview exclusive qu'il m'a accordée pour EYOT TV et Afrique Média au mois de mai dernier, c'est la seule interview que Nkurunziza a donnée depuis le coup d'État de 2015, eh bien, il a expliqué comment il partageait les valeurs du panafricanisme. Ce qui se passe au Burundi, le Burundi c'est un verrou aujourd'hui
qui empêche précisément la région des Grands Lacs de basculer dans le chaos du soi-disant printemps africain. Et les Africains l'ont bien compris, puisque lorsqu'est intervenu le vote sur le fameux rapport il y a quelques jours, eh bien, un seul État africain sur 19 concernés a voté contre le Burundi, c'est le Ghana. Le président du Ghana, il tient un discours panafricaniste depuis qu'il a été élu, mais son pays, sans doute parce qu'il ne contrôle ni l'armée ni l'État, lui, est une porte d'entrée du colonialisme en Afrique. Son armée est entièrement corsetée dans les mains de la Bundeswehr de Mme Merkel, qui a choisi le Ghana pour faire son retour militaire en Afrique depuis 2 ans. Il y a plus de 15 missions militaires de la Bundeswehr actuellement, mais tous les autres États africains se sont abstenus ou ont voté pour le Burundi. Deuxièmement, le Burundi, c'est un des fronts de la nouvelle guerre froide qui oppose d'un côté la Chine, la Russie et ce qu'on appelle cette alliance géopolitique qui est l'organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe Moscou, Pékin et une quinzaine d'autres États ex-soviétiques, mais aussi l'Iran, mais aussi la Chine, mais aussi le Pakistan, mais aussi l'Inde. Et face à eux, il y a le bloc américano-atlantiste dominé par Washington. Le Burundi, c'est un des fronts de cette guerre froide. C'est l'un des 3 fronts principaux actuellement, avec la Syrie, avec l'Ukraine. Ça vous explique aussi que bien loin d'être isolé, Bujumbura a à la fois le soutien très actif de Moscou, le soutien très actif de Pékin, au Conseil de sécurité notamment, où sont bloquées toutes les résolutions françaises, britanniques et américaines contre le courageux pays africain qui résiste, et aussi évidemment il a ce soutien des chefs d'État panafricanistes qui fermement mais discrètement soutiennent le Burundi, notamment l'Angola de Dos Santos, notamment la Guinée équatoriale de Obiang Nemamba Sogo et aussi le Tchad d'Idriss Déby. Ça explique pourquoi le Burundi a choisi de quitter la CPI, parce qu'évidemment l'étape suivante après ce rapport biaisé, trafiqué, truqué sur les soi-disant droits de l'homme, qui a même été désigné comme faux par des partis d'opposition, parce qu'au Burundi, il y a une opposition patriotique qui n'est pas l'opposition fantoche qui parle depuis Paris, depuis Washington et surtout depuis Bruxelles, aux mains de la diplomatie des pays de l'OTAN. Eh bien, l'étape suivante, évidemment, ça sera une enquête préliminaire, une tentative de saisine de la CPI, etc. Le Burundi a pris les devants, il a dit cette juridiction fantoche, les Américains disent un kangourou court, une cour kangourou, parce que dans la poche du kangourou, il y a évidemment tous les traficotages. J'aime bien cette expression, elle est plus expressive que tribunal fantoche en français, mais l'idée est la même, c'est ça qu'est la CPI, la soi-disant Cour pénale internationale, c'est un instrument aux mains des Occidentaux, financé par les Occidentaux et leurs créatures. On retrouve dans les financiers le fameux Georges Soros, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une juridiction qui ne poursuit dans la réalité que des Africains, qui ne condamne que des Africains, et qui intervient maintenant comme partie déstabilisatrice dans la politique de nombreux États africains. Le Burundi a décidé de partir. Lorsqu'on veut quitter la Cour pénale internationale, il ne faut pas de grands discours, il faut la volonté de le faire. Le Burundi l'a eu, eh bien, c'est un geste fort qui est adressé au regard des autres pays africains. Bujumbura dit aux autres, suivez notre exemple, quittez ce tribunal inique et trafiqué. Alain Michel, les étapes pour quitter la CPI, elles sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit. On a eu de nombreux débats sur Afrique Média. Simplement, moi j'avais souligné que la décision de partir, elle appartenait aux États individuellement, parce que l'adhésion était individuelle. On s'est enferré dans un long débat sur la possibilité ou pas pour l'Union africaine de quitter évidemment la CPI. Elle n'en est pas partie. Elle n'est pas, il n'y a que des États qui adhèrent, ou pour les pays de le faire en bloc. C'est pas possible non plus. Chaque pays doit prendre, comme vient de le faire le Burundi, une décision individuelle. Les étapes après ça, elles sont simples. Il faut que la décision soit prise par l'État au niveau des États, des instruments de droit public qui le représentent, c'est-à-dire évidemment le pouvoir exécutif appuyé sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire les institutions parlementaires. Une fois que ça est fait, il faut simplement écrire au secrétaire général des Nations Unies en lui disant « nous partons ».
Il accuse réception de la lettre, c'est la troisième étape. La quatrième étape, il y a un délai d'1 an. Le délai d'1 an, je vais vous expliquer pourquoi il est fait ensuite. Et la cinquième étape, eh bien, la CPI doit constater, ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'État qui a décidé de quitter la CPI n'en est plus membre. À partir de ce moment-là, il reste cependant tenu par des obligations parce que les traités qu'on a fait signer, notamment aux États africains, ce sont des traités biaisés, comme tout ce qu'on fait signer de l'Occident venant des Nations Unies, etc. Et alors, évidemment, ils ont des obligations, payer encore certaines contributions de budget, et surtout, les dossiers engagés contre des ressortissants de ces États continuent évidemment à être traités, avec éventuellement une condamnation et un emprisonnement de leurs ressortissants, sans que leur départ de la CPI puisse jouer un rôle. Par exemple, si la Côte d'Ivoire décidait de quitter d'ici à 1 an la CPI, eh bien, on continuerait quand même le procès Gbagbo et Blé Goudé, et s'ils étaient condamnés à des peines de prison, ils seraient emprisonnés dans les geôles de La Haye ou dans un autre État occidental. Vous savez qu'on a notamment emprisonné des gens en Écosse, par exemple. Eh bien, donc, le délai d'1 an, il est fait pour pouvoir encore lancer des procédures, les instruire, etc. C'est un piège juridique contre lequel on ne peut rien faire. Désormais, évidemment, aucun chef d'État africain, et encore plus panafricaniste, aucun État africain ne peut dire « nous ne pouvons pas ». La procédure, elle est simple. Il leur appartient, comme l'a fait le Burundi, de réunir leurs instances judiciaires discrètement. Les débats au Burundi se sont faits dans la discrétion, n'ont pas été annoncés. Lorsque la décision a été prise, suite à une réunion extraordinaire des organes législatifs et exécutifs du Burundi, où l'on pratique une forme de plus en plus directe de démocratie, eh bien, c'est un des vice-présidents qui a annoncé la décision de quitter la CPI il y a 48 heures. La décision, au début, elle a passé inaperçue. Je pense avoir été un des rares à l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux et sur la web TV de Pan-Africa. Aujourd'hui, évidemment, toute l'Afrique prend la mesure de cette décision historique. Suivons le Burundi et bien entendu, félicitons Bujumbura qui a montré l'exemple, comme il montre depuis le début 2015, l'exemple de la résistance aux diktats de l'Occident, l'exemple de la résistance aux volontés néocolonialistes de Washington, de Paris et de Bruxelles, l'exemple de la résistance africaine à cette recolonisation de l'Afrique qu'est le soi-disant printemps africain.